Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de Catwoman, alias Selina Kyle, dans le film Batman le défi réalisé par Tim Burton et sorti en salle en 1992. Alors oui, vous allez me dire que c'est pas vraiment un film d'horreur, mais il a une esthétique tellement gothique et macabre qu'il rentre complètement dans le cadre des films dont j'ai envie de vous parler. Surtout qu'il s'attache à représenter les monstres sous toutes leurs formes, et ça nous concerne dans cette vidéo. Je vais commencer par une digression pour introduire mon sujet. Il y a quelques jours, mon frère me parlait du mythe du loup-garou et notamment de la bête de Primaret, qui tua plusieurs personnes au XVIIIe siècle. Il s'agissait vraisemblablement d'un simple loup, mais selon les écrits de l'époque du curé de Primaret, les paysans s'étaient imaginé qu'il s'agissait d'un loup-garou qui, avec la bénédiction du clergé, récupérait la graisse des gens pour la fournir aux verreries. En somme, une sorte de complot des classes aisées pour s'enrichir sur le dos, enfin sur la graisse, des plus pauvres. Et mon frère me faisait remarquer que c'était intéressant de voir comment les gens, tout en se figurant une bête fantastique, lui attribuaient des motivations politiques très concrètes. Et bien je pense que c'est exactement ce qui se cache derrière le personnage de Catwoman. Alors, on passe d'homme-loup à femme-chat, mais il n'empêche que Catwoman est bien un monstre fantastique créé par Gotham et façonné par les injustices et les violences auxquelles Selina a survécu. Alors ça, c'est pas un secret parce que c'est un peu le propos de la plupart des méchants dans les films de Batman en général. Mais vous m'avez vu venir avec mes gros sabots, et moi, ce que je vais essayer de mettre en lumière, c'est Catwoman comme un monstre de féminité. Monstre dans le sens de créature fantastique porteuse de craintes politiques, comme je l'expliquais, et de féminité parce que ces manifestations sont très propres à la place des femmes dans la société. Et pour parler de tout ça, je vais suivre un plan linéaire qui respectera grosso modo la chronologie du film. Donc d'abord une étude de Selina, puis de Catwoman, et enfin l'espèce de mix des deux qu'on a à la fin. Parce que oui, en fait, le film respecte plus ou moins le plan thèse, antithèse, synthèse. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je préviens que c'est à partir de maintenant que je vais commencer à raconter l'histoire. Alors celles et ceux qui n'ont pas vu le film, on vous dit au revoir et à très bientôt j'espère. Alors, notre fameuse Catwoman, au départ, c'est Selina Kyle, une femme effacée et gauche qui sert de boniche à la plus grosse huile de Gotham, Max Schreck. Un beau jour, comme elle est moins stupide que son patron veut bien le croire, elle va découvrir des informations compromettantes sur lui et il va juger bon de la défenestrer pour qu'elle se taise. Mais ça, c'était sans compter sur les matous du quartier qui, à force de l'échouille et de miaou, vont redonner vie à celle qui se fera appeler Catwoman. Mais avant d'en arriver là, voyons un petit peu comment Selina nous est présentée au début du film. Et je vais m'attarder un petit peu sur cette séquence parce que je la trouve très intéressante. Il s'agit d'une scène d'exposition, et comme il se doit, elle nous présente des éléments majeurs de l'histoire. Mais dans le cas de Selina, c'est une scène d'exposition dont les codes sont pris à rebours, car au lieu de nous la présenter comme le personnage important qu'elle va devenir, la mise en scène va l'invisibiliser au maximum. En parallèle, vous avez des plans sur Schreck qui le mettent en valeur et qui annoncent son importance pour le reste du film. Et là où un autre film aurait pu nous faire comprendre la situation très humble de Selina par les dialogues, mais quand même lui accorder les gros plans pour nous la présenter comme un personnage clé du film, ici elle va être rendue complètement insignifiante à nos yeux. Elle va commencer par systématiquement partager l'image avec les personnages masculins présents. Eux sont filmés de manière centrale, tandis qu'elle va constamment déséquilibrer et parasiter le cadre de la même manière qu'elle interrompt les hommes d'affaires dans leurs discussions, bien malgré elle. Puis on arrive à ce plan qui installe l'arc narratif du personnage dans le film. Tout à coup, Schreck et elle sont les deux seuls à se tenir debout, ce qui tisse un lien entre eux devant les yeux du public de la pièce, et par conséquent devant les nôtres. Ce parallèle sert à mettre en évidence le fossé qui les sépare, et ce fossé, c'est facile d'en comprendre la nature dans cette seule image. Il est fait de mépris et de domination de la part de Schreck, qui tourne le dos à Selina et qui est beaucoup plus grand qu'elle dans le cadre. Il est au premier plan et elle est à l'arrière-plan, au propre comme au figuré. Et Catwoman n'aura de cesse, dans le reste du film, de renverser l'inégalité établie dans ce plan. Why are you dressed up like Batman? Because he is Batman, you moron. Évidemment, cette image est assez représentative de la place de la femme dans les affaires politiques et montre combien la prise de parole peut être compliquée. En effet, la mise en scène fait tout pour humilier Selina quand elle ose enfin dire quelque chose. Alors, hormis le cadre que je viens de décrire, le silence et le fait que tous les personnages se retournent vers elle, lorsqu'on s'attarde enfin sur elle de face pour la première fois du film, le cadre est suffisamment large pour qu'on la sente isolée plutôt que maîtresse de l'image. Et sur sa tenue fade qui la rend transparente, le plateau et la théière chromée qu'elle tient devant elle captent davantage notre regard et la réduisent finalement au statut d'objet. Bref, en seulement quelques plans, cette séquence parvient à créer le terreau parfait qui verra la naissance de Catwoman. Mais avant d'en arriver là, je continue. Dans la scène où Selina est agressée par l'un des sbires du pingouin et sauvée par Batman, elle est placée dans le rôle féminin cliché de la victime dont tout le monde se fiche et qui n'est en fait là que pour éprouver la méchanceté des méchants et éprouver la bonté des gentils.
Mais même dans ce rôle-là, elle est maladroite et elle ne sait pas l'incarner correctement. D'ailleurs, en parlant d'incarnation, à ce stade du film, on n'a toujours eu aucun plan qui nous montre clairement son visage et qui la mette en valeur. Je ne sais pas si vous vous rappelez du principe de plan beauté dont je vous parlais dans ma vidéo sur Jane Doe, mais en tout cas là on en est vraiment très loin, et Selina ne finira par avoir ces fameux plans beauté que lorsqu'elle deviendra Catwoman, comme si, avant sa transformation, elle ne s'incarnait pas vraiment elle-même. Ensuite on passe au moment où on voit pour la première fois Selina rentrer dans son appartement. Notez la manière dont elle est surcadrée par la porte et la perspective du couloir, parce que c'est la première étape d'une construction en 3 temps du monstre Catwoman. Pour l'instant, il s'agit d'une étape de soumission lors de laquelle on découvre un appartement qui trahit le formatage infantilisant auquel Selina obéit, puisque tout y est rose et envahi de peluches. Elle fait manifestement tout pour correspondre sagement à l'image basique et patriarcale du féminin, même s'il est évident qu'elle n'y est ni à l'aise ni heureuse. Cela dit, la présence de Miss Kitty, qui est un petit peu un double de Catwoman tout au long du film, nous indique que la graine de femme chat est déjà là quelque part à l'intérieur de cette Selina déprimée. Vient ensuite le moment fatidique où Shrek la trouve dans son bureau et comprend qu'elle a découvert des informations compromettantes sur lui. En transgressant pour la première fois son rôle de secrétaire et de femme bien sage et limitée, Selina fait un premier pas vers sa transformation en Catwoman, comme le montre l'ombre de ses lunettes sur son visage qui préfigure son futur masque. Lorsque Shrek la défenestre, Selina passe plusieurs fois à travers l'emblème de la société de son meurtrier. Ce qui symbolise parfaitement que Catwoman est le résultat d'une Selina Kyle passée au filtre cruel des violences patriarcales qu'incarne son patron. D'ailleurs, le fait que cet emblème apparaisse un petit peu partout dans le film, ça symbolise selon moi le fait que Catwoman reste en quelque sorte un produit du système, comme le sous-entend cette superposition qui la place entre réappropriation et formatage. Sa liberté ne serait donc qu'illusoire, mais ça j'y reviendrai plus tard. Bref, alors Selina a atterri a priori morte dans la rue, et des chats vont venir lui redonner vie. En tout cas, c'est une interprétation possible. On peut aussi penser qu'elle n'est tout simplement pas morte, les stores ayant amorti sa chute. Vous savez peut-être que ce qui caractérise la littérature fantastique, ce sont les fins ouvertes qui laissent la possibilité d'une interprétation rationnelle et d'une interprétation surnaturelle. Et bien c'est exactement ce qui se passe ici. L'arrivée des chats qui surgissent du noir dans des ombres déformées et inquiétantes, la musique sinistre, le travelling en top shot sur le visage de Selina et ses tics nerveux apportent les éléments surnaturels d'une scène de possession, comme si une nouvelle personnalité envahissait ce corps sans vie. À mon sens, tout ceci contribue à faire de Catwoman l'élément fantastique du film. Alors oui, vous allez me dire, et vous aurez raison, que le film a de toute manière un aspect très fantastique. Certes, mais il ne s'y passe rien de potentiellement surnaturel en dehors de ce qui concerne directement Catwoman. Ce qui va avec mon idée qu'elle est avant tout une figure de monstre, peut-être même davantage que les 3 hommes principaux du film qui représentent eux aussi des interprétations du monstre. Nous voilà rendus au moment où Selina va rentrer chez elle et amorcer sa transformation. Son aspect et son comportement de zombie sont dans la continuité du fantastique qui la caractérise. Elle est de nouveau présentée dans l'encadrement de la porte comme une nouvelle version du portrait dépeint au début du film. Mais ce tableau-là n'est plus simplement celui d'une femme soumise à l'image que la société attend d'elle. Il est le tableau d'une femme qui a compris que cette image et cette société l'assassinent. Il fait office de transition entre la thèse Selina Kyle et l'antithèse Catwoman. Notre zombie détruit tous les éléments d'infantilisation qui faisaient son quotidien, comme pour dire qu'une femme doit s'émanciper de la pression du patriarcat pour accéder à un réel statut d'adulte. On arrive donc à la 3e étape, celle de la rébellion et de la domination. Catwoman n'est plus Selina, elle a donc changé de cadre pour nous présenter le portrait d'une nouvelle personne. Elle s'est substituée au regard des hommes qui la faisaient souffrir au début, pour le remplacer par le regard neutre des chats. C'est le moment de revenir sur cette histoire de monstres, et pour étoffer mon propos, je suis allée piocher dans le livre « Les monstres, créatures étranges et fantastiques de la préhistoire à la science-fiction » de Martial Guidron. On y trouve un petit chapitre sur les monstres typiquement féminins, et le texte dit « Depuis toujours, les artistes ont représenté les monstres sous les traits de la femme, à la fois séduisante et maléfique. Mais c'est à la fin du XIXe siècle que les artistes renouvellent le thème de la femme bestiale et démoniaque en puisant dans l'iconographie des chimères, sphinx, harpies, etc. La femme devient alors la figure du vice, incarnant la tentation, le désir, la beauté et le pouvoir. Les monstres identifiés comme féminins sont très souvent des créatures hybrides mi-femme, mi-animal, et ont très souvent des corps de félins. Est-ce qu'on doit alors comprendre que la soi-disant part féline des femmes incarne les vices qu'on leur fantasme, comme si le chat était l'identité secrète de la femme comprise comme un certain archétype de la féminité? Miaou. C'est en tout cas ce que semble exprimer Catwoman, qui, à travers un costume très sexy et à connotation très SM, renvoie bien à des idées de tentation, de désir, de beauté et de pouvoir. You poor guys. Always confusing your pistols with your privates.
Encore une fois, cette idée de femme féline maléfique a été créée par des artistes masculins, et Catwoman se situe, comme je le disais, entre réappropriation et formatage de cette image créée par des personnes telles que Shrek. Mais bref, dans notre déroulé, Selina vient de se transformer en Catwoman et elle a envie de s'imposer comme telle. Elle intervient auprès d'une femme qui se fait agresser dans la rue, comme elle-même au début du film. À ce moment-là, elle méprise aussi bien l'agresseur que la victime, comme si, à travers elle, elle méprisait l'ancienne Selina. Et c'est là, dans tout ce mépris, qu'elle a enfin droit à un gros plan d'introduction sur son visage, comme si jusque-là, elle n'avait encore jamais été elle-même. I am Catwoman. Hear me roar. Et pour preuve, lorsqu'elle apparaît pour la deuxième fois dans le bureau où elle a été humiliée lors de la première scène, elle est cette fois-ci filmée à l'égal de ses partenaires masculins, au même plan et avec la même importance dans le cadre, et leur regard exprime cette fois-ci la crainte et le désir plutôt que le dédain et le jugement. Elle est en train de se hisser au niveau de l'importance des hommes dans l'histoire, une histoire où tous les autres personnages féminins sont très secondaires et cantonnés au rôle de jolies écervelées ou de mères. Catwoman tente de proposer une alternative aux personnages féminins, de la même manière qu'elle propose une alternative au manichéisme qui oppose le Pingouin et Batman. Pourtant, avec tout ça, elle restera coincée dans une logique de love interest et d'une cause qui restera personnelle et n'atteindra jamais un niveau politique ou public. Elle n'est jamais actrice des situations qui vont affecter la population à grande échelle, et par exemple, quand elle écoute le discours du Pingouin aux habitants de Gotham, elle est très isolée par les cadres qui la séparent du reste de la foule et des affaires publiques. Lors de la confrontation finale, elle n'apparaît que pour assouvir sa propre vengeance une fois que les hommes ont réglé les affaires des grands. Pas étonnant qu'elle éprouve si peu de satisfaction à être Catwoman puisqu'elle se retrouve en butte aux mêmes limites qu'avant, sauf que maintenant elle a juste des fringues plus stylées. À ce sujet, je trouve le côté très SM de son costume, de ses attitudes et de son vocabulaire très intéressant, parce qu'il exprime très bien un désir de dominer qui reste enfermé dans une projection de fantasme masculin. Be gentle, it's my first time. Le plaisir que Selina éprouve à être Catwoman reste indissociable de sa souffrance à rentrer dans le moule d'un fantasme forgé par d'autres. D'ailleurs, même en étant Catwoman, elle fait énormément de sous-entendus sexuels dans ses répliques, elle se sexualise à outrance, et elle fait constamment référence à elle-même en fonction du regard que les hommes portent sur elle ou de son statut de célibataire. Elle a l'impression d'avoir pris le dessus et pourtant elle trahit tout le temps le fait d'être soumise aux mêmes problématiques et de n'être finalement devenue qu'un autre fantasme, même si au lieu d'être celui de la bonne ménagère, c'est celui de la femme hypersexualisée en combi-latex. Le fameux monstre de féminité créé par une société dominée par des Max Schreck, des pingouins et même des Bruce Wayne. Son combat pourrait être celui de la femme, mais elle est devenue trop opposée aux autres personnages féminins pour pouvoir les représenter. Dans la scène où elle pille un magasin, ce plan la met en opposition radicale aux mannequins qui représentent les femmes formatées et bien sages de Gotham, les anciennes elles, immobiles et silencieuses, contre lesquelles elle exprime encore sa détestation. Ces changements brusques d'attitude, un coup enfantine et un coup brutal, accompagnés par la musique, symbolisent le fait qu'elle est orpheline de causes et de repères, contrairement à Batman qui lui est orphelin tout court mais qui obéit toujours à la droiture d'une conduite de super-héros. Catwoman ne peut pas avoir les repères moraux de Batman parce qu'elle passe sa vie à se faire assassiner par les hommes, bon, en tout cas si on part du principe qu'elle a effectivement 9 vies. De l'abus de pouvoir à la vengeance d'un relou éconduit, elle passe en revue les grands classiques des violences faites aux femmes, et elle constate que finalement être Catwoman n'y change rien. Batman est un super-héros, le Pingouin est un super méchant, et elle aurait besoin d'être une super femme pour ne serait-ce qu'exister, mais même ça marche pas. Pour revenir au dénouement, cette séquence est la partie synthèse d'une Selina Kyle réécrite par son expérience de Catwoman. Son ultime confrontation avec Shrek ressemble à une partie de séduction masochiste. Elle fait tournoyer son fouet pendant qu'il la fait souffrir à coups de balles qui ne tuent pas, et elle termine le duel par un baiser mortel. La séduction restera donc son arme jusqu'au bout, et elle disparaîtra en restant prisonnière de ses attributs de monstre féminin. La 8e mort de Catwoman pourrait être un constat très pessimiste sur ce sujet, mais la toute fin du film laisse entrevoir une lueur d'espoir. Lorsque Bruce pense la voir dans la rue, on voit son ombre sur un mur comme un rappel aux ombres des chats qui ramènent Selina à la vie au début du film. On rebascule donc dans les thématiques fantastiques et ambivalentes rattachées au personnage, et on sait qu'une double interprétation va alors être permise. On est tenté de croire à l'interprétation surnaturelle de l'histoire et de se demander si elle a bien pu survivre à l'électrocution et donc est-ce qu'elle avait vraiment 9 vies. En effet, à la fin, même si on ne voit pas son visage, on a bien l'impression que c'est Catwoman qui a survécu. Dans sa première scène, on voyait sa silhouette de dos comme un archétype de la femme insignifiante, soumise au mépris des hommes. Dans une scène avec le Pingouin, on voit sa silhouette animale comme un archétype de la femme sexualisée offerte au désir des hommes, et dans cette dernière scène, cette silhouette concerne cette fois-ci sa tête et non plus son corps. Dans le prolongement du Bat-Signal, qu'il s'agisse bien de notre Selina ou d'une nouvelle Catwoman qui prendrait la relève, elle devient une silhouette féminine universelle, encore dans l'ombre, mais désormais indissociable de la quête de justice que représente le signal, comme semble l'admettre Bruce Wayne lui-même.
Goodwill toward men and women. Voilà, je voulais vous résumer comment l'évolution en 3 temps de Catwoman dans le film en faisait un monstre dépossédé de lui-même, qui met en lumière de nombreuses problématiques et impasses que rencontrent les femmes dans un monde encore très administré par les hommes. Tout comme le loup-garou de Primaret, Catwoman est l'interprétation fantastique de problèmes politiques, et dans un film sublime mais qui respecte peut-être un peu trop les schémas qu'il dénonce, j'avais particulièrement envie de mettre ce personnage en valeur. Un personnage qui m'inspire à la fois beaucoup de compassion et d'admiration, et j'espère qu'il en sera de même pour vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu, et je vous dis à très vite pour la prochaine.